Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans La Causerie, l'émission qui ne fait pas d'ombre à J+1. Une émission d'avant-match qui sera consacrée aujourd'hui à la 4e journée de Ligue 1 entre Monaco et Marseille. Une rencontre qui se disputera au Stade Louis II demain soir, dimanche, donc à 21h. Pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Inde. Salut Inde. Salut Damien. Et au sommaire de cette émission, on va d'abord revenir dans un premier temps sur vos votes pour la rencontre face à Metz. Et on basculera ensuite sur ce Monaco-Marseille avec la mise en perspective des enjeux de cette rencontre, de l'historique bien sûr et des statistiques. On évoquera aussi l'adversaire, évidemment, et nous vous passerons quelques extraits de l'interview que nous avons réalisée avec Romain Pelli, qui est donc supporter de l'OM, mais aussi surtout un jeune éducateur et analyste vidéo sur Twitter. On terminera ensuite avec le détail du groupe convoqué par Léonard de Jardim et une autre proposition ou suggestion, comme vous voulez, de composition pour demain. Est-ce qu'on peut y aller ? On est bon, Inde ? On est bon. Alors, on va revenir un petit peu sur les votes rapidement. Donc, comme vous le savez, on vous propose de noter les joueurs pour leur performance lors de chaque rencontre. Et on a donc annoncé sur les réseaux, mais on le rappelle quand même tous, puisque vous n'êtes pas forcément tous sur Twitter, c'est Falcao, Inde, qui a reçu la meilleure moyenne, 7,17, et qui récompense aussi son but, ce but qui nous offre la victoire, tout simplement. C'est sûr que Falcao nous sauve pas mal la mise ces derniers temps. Donc oui, ça m'étonne absolument pas. On a ensuite Glick qui est juste derrière avec 6,73. Là, il faut signaler une très belle performance de Glick, qui montait un petit peu en puissance depuis quelques matchs. Là, il a été bon. Et ensuite, Jemerson, donc, qui complète ce podium avec 6,47. Et on peut noter, Inde, que il est régulièrement dans le top 3 depuis le début de saison. Lui, comme Glick, il pète le feu en ce début de saison. C'est plutôt rassurant. Notre charnière semble bien fonctionner et être partie du bon pied cette saison. Ouais, et c'est le seul joueur, on peut le noter, qui est depuis l'ouverture des votes, qui est régulièrement, qui est dans le top 3, donc c'est sa 3e présence en 3 rencontres. Donc voilà, ça veut dire vraiment très bon début de saison de la part de Jemerson. Au niveau des flops, sans surprise, on a retrouvé Diakaby avec 4,03. C'est vrai que sa performance n'était vraiment pas convaincante ce soir-là. Alors moi j'ai pu regarder que la deuxième mi-temps, mais effectivement j'ai pas vu grand-chose de lui dans le match, dans le contenu assez pauvre. Et puis on viendra aussi à Lopez. Ouais, Lopez, Que j'ai 4,33. Effectivement, c'était une rencontre assez difficile pour lui, et voilà, lui aussi sanctionné un petit peu. Sidibé ensuite qui complète ce flop 3. Alors il a une moyenne quand même de 5,12 qui en soi n'est pas une mauvaise moyenne, c'est moyen finalement. Mais voilà, c'est quand même au-dessus de la moyenne, et finalement c'est plus un vote parce qu'il fait un 3e et que c'est finalement tombé sur lui, on va dire. Mais voilà. Après, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu remonté ma note sur Sidibé en fin de match, mais c'est vrai qu'il y avait il y a énormément de déchets, il y avait beaucoup d'activités, mais aussi beaucoup de déchets, et c'est vrai que c'est difficile. Savoir si on récompense d'un côté l'abnégation qui est mise, toute l'intensité qui est mise dans les efforts, dans chaque effort, et si en même temps il faut aussi être lucide sur le plan technique et sur tout ce que Sidibé a quand même raté. Mais on en vient toujours au même point, hein. On répète la même chose pour Sidibé de match en match. C'est ça. Voilà, pas surprenant. Voilà. On va maintenant basculer donc sur ce Monaco-Marseille, ce choc, ce derby de la Méditerranée, comme certains le qualifient. On va faire un petit point sur le classement. Alors, au moment où nous on vous parle, il y a encore des matchs en cours, mais ces matchs-là n'auront pas d'incidence sur le classement de l'ASM. Donc, Monaco est pour l'instant 2e avec 9 points. Derrière le Paris Saint-Germain, qui, là, pour l'instant, est encore intraitable avec une 4e victoire en 4 matchs et surtout 3-0 face à Saint-Étienne. Même si sur une physionomie, c'était pas forcément un PSG très convaincant, Paris engrange tous les points qu'il faut. C'est pas étonnant.
Vu la qualité de l'effectif, effectivement, le match contre Saint-Étienne, ils ont pas mal eu de difficultés. Et puis, finalement, c'est les qualités individuelles des joueurs d'exception qui a fait la différence. Donc, et ils ont qui pas mal de buts. Donc, ouais. En Ça tout va être cas, ouais. compliqué. En tout cas, on peut noter que Lyon, qui avait 7 points et qui en a désormais 8, a été tenu en échec face à Nantes, 0-0. Et donc Monaco qui, en cas de défaite de plus de 2 buts d'écart, tomberait du podium. Donc c'est peut-être pas pour demain, du coup. Mais voilà, Monaco peut encore potentiellement rester sur le podium, même avec une défaite, 1-0 ou 2-0, il pourrait quand même rester devant Saint-Étienne. En tout cas, l'objectif finalement, Int, c'est quand même de ne pas laisser Paris s'échapper avant de partir en repos, entre guillemets, pour la trêve. Pour certains et pas tous. Oh, comme je dis toujours, le championnat est long, c'est un marathon, pas un sprint. Et je me formalise pas tellement sur le classement. On a bien vu la saison dernière, pendant toute la première partie de saison, Nice euh, avait été resté la première place jusqu'à l'automne. Mais Oui, bien sûr. c'est pas forcément un Ah indicateur bah Nice de ce est qui va se resté passer après. premier, ça même. Euh, à la reprise en janvier, c'est là où Voilà, c'est ils ont ça. commencé un Mhm. petit peu Ouais, ouais, ouais. bon, jusqu'à la trêve. Après, on va continuer à jouer. Effectivement, le but, c'est pas décrocher, mais sans se mettre trop de pression. Enfin, Ouais. En tout cas, on a l'impression que ce PSG va tenir une cadence assez infernale, donc voilà, ce sera une cadence difficile forcément, à tenir faudra forcément. suivre. Voilà, c'est ça. Donc l'objectif est face à Marseille en plus dans un gros match, ça peut être bien de marquer les esprits aussi quelque part. C'est certain. Au niveau voilà, du contexte un petit peu autour de ce match, on peut noter qu'on a désormais le record de victoires consécutives en championnat, donc c'est 15, on est donc devant Bordeaux qui en avait 14. Et oui, Voilà, donc maintenant on peut perdre, on s'en fout. Presque. quand même pas, non. Quand même pas, non, voilà. Et sinon, voilà, au niveau des statistiques encore, Monaco a gagné 18 de ses 19 derniers matchs à domicile. Donc on s'en souvient que le dernier perdu c'était contre Lyon. Ça Et remonte. on en est donc à 11 victoires à domicile consécutives depuis ce match-là perdu. Donc c'était contre Caen qu'on avait gagné ensuite pour la 19e journée. Voilà, depuis Monaco est vraiment sur un rythme d'enfer à domicile, donc évidemment on va espérer que ça continue. Au niveau de l'historique, c'est assez équilibré, Inde. 22 victoires pour Monaco, 8 nuls et 16 victoires. Il y a quand même un petit avantage D'accord, ouais. pour Monaco face à Marseille. Mais on peut noter que depuis la remontée, il y a une stat qui est vraiment en faveur de l'ASM. Ah oui, oui, effectivement. Et puis, ne serait-ce que sur la saison dernière, les statistiques parlent pour nous. Euh, quand on voit l'historique match de disputé contre l'OM. Il y a eu juste ce match contre France qui a été un peu plus compliqué à négocier. Mais la plus large victoire qu'on a eue contre eux, c'était le 4-0 et c'était la saison dernière. Ouais, c'était justement la saison dernière. Et effectivement, depuis la remontée, Monaco ne s'est pas incliné. Exactement, ça fait 5 matchs à domicile sans défaite face à Marseille, mais c'était le 5e était avant qu'on descende. Sinon, depuis, c'est 4 victoires d'affilée, donc bah écoute, pourquoi pas 5. L'année dernière, voilà, c'était, tu l'as dit aussi, la plus large victoire de l'ASM face à l'OM. Et on s'en souvient, enfin, on se souvient surtout d'un des plus beaux buts peut-être de la saison. Je sais pas si tu te rappelles ce débordement de Bernardo Silva Ah oui, c'était magnifique. qui, qui met la misère à Alessandrini, c'était quand même. Ah oui, le pauvre Alessandrini, il a Ouais, pas vu terrain. c'était beau. Et puis le petit externe du pied gauche pour servir Germain, les petits pas de Germain pour tromper, je crois que c'était Rolando ou Doria, je sais plus, ou Rekik peut-être. Voilà, qui ensuite met la tête. Enfin, c'était un but assez magnifique. Voilà, donc c'était un bon souvenir. Mine de rien, l'année dernière, Marseille avait été un bon sparring partner hein, parce que ils avaient, si on faisait les comptes, je crois qu'ils avaient pris 12 buts en 3 matchs contre nous. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, ils se sont rattrapés un peu en Coupe de France, mais en championnat, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo entre les deux. On Ouais. dominait largement. J'espère que ça continuera. Voilà, espérons-le évidemment. Bon, après, j'ai du mal à y croire quand même qu'on leur foute 4-0 encore, mais bon, après, pourquoi pas. Euh,
Tout est possible, on en viendra quand on parlera du groupe, marseillais. On va d'abord donc justement écouter les propos tenus par Romain Pelli pour l'adversaire, donc pour l'OM. On vous passe quelques extraits de cet entretien, avec notamment les aspects tactiques aussi de la rencontre à venir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce Monaco-Marseille du côté de l'OM en termes de jeu notamment? Qu'est-ce que Rudy Garcia a essayé de mettre en place depuis le début de saison? Concernant l'OM, alors je me suis interrogé hier sur les animations probables, parce que j'ai même parlé Mhm. d'animation et pas de système. En prenant compte aussi du dernier quart d'heure de l'OM contre Domzale en Europa League, Oui. on a vu Rudy Garcia mettre en place une défense à 3 centraux, Mhm. qui, à mon goût, était très intéressante. Pourquoi? Parce que cette défense à 3, si elle est bien organisée, si elle est bien travaillée en amont, hein, je précise, sert davantage sur le plan défensif, c'est-à-dire à couvrir les déplacements, couvrir le joueur qui va sortir sur l'attaquant adverse qui va décrocher, anticiper la profondeur, et ça va être utile Mhm. face à des joueurs comme Mbappé ou Jakabi. Mbappé, on ne sait pas s'il va jouer encore, mais Jakabi, c'est à peu près un peu comment dire, je dirais le Un même profil registre, un peu, ouais, ouais. voilà, un attaquant qui prend beaucoup la profondeur qu'il faut gérer. On a les décrochages de Falcao à gérer, et pour gérer ces décrochages-là aussi, il faut deux centraux derrière pour garder toujours une Mm. égalité, voire une Ouais. supériorité numérique derrière. Mm. Et c'est intéressant en phase offensive aussi, c'est pour ressortir le ballon plus proprement, c'est-à-dire avoir un joueur de plus derrière la première ligne de pression, et qui, à mon avis, ça sert pour amorcer plus facilement une attaque. Si on part déjà par exemple sur un possible 11 de départ, avec Mhm. évidemment Mandanda, on pourrait donc avoir une défense à 3 qui serait de Sertic, Rolando et Doria. Donc ce serait a priori C'est ça. peut-être éventuellement une tendance, avec Sakai sur le côté droit, qui en plus est bon depuis le début de saison. Et alors à gauche, ça pourrait se jouer entre Evra et Amavi. C'est ça, c'est ce que j'ai mis Ouais. sur ma photo que j'ai publiée. Alors, Evra, ma vie. Euh, alors, Evra, dans une défense à 3, on connaît ses qualités. Et puis, ça reste un joueur d'expérience, un joueur que, ça, que je dirais ça fait du bien d'avoir sur un terrain. Et à ma vie, en même temps, c'est la jeunesse, ça va vite. Mhm. C'est bon offensivement, etc. Donc franchement, j'hésite, même moi j'hésite entre les deux, quoi. Hein. Je ne connais pas du tout les, les choix de Garcia pour dimanche. Après, concernant le milieu de terrain, si tu veux en Ouais. venir là, bon, il y a Gustavo qui va être présent, ça c'est une certitude. Mm. C'est presque la recrue phare de cette Euh, année de l'OM, presque. Oui, d'ailleurs, il fait énormément de bien, autant sur le Mm. plan défensif, à la récupération, que dans l'utilisation du ballon. Mhm. Très bonne recrue. Et ensuite, je vois plutôt Zambo Anguissa à ses côtés. Encore une fois, c'est la compo qui a fini dimanche. Hein. C'est la Ouais. compo qui a fini dimanche contre Domzale. Zambo Anguissa Gustavo, ce sera peut-être le double pivot mis en place pour gérer les déplacements de Lemar et de René Lopez, si ce sont ces joueurs-là qui sont alignés dimanche par Mhm. Jardim. Oui, il y a de fortes chances, ouais. Euh, voilà, donc là, à mon avis, on retrouve une certaine cohérence, puisque sur les ailes, on retrouve Evra, Amavi et Sakai aux deux latéraux, Jorge et Sidibé. Là encore, on retrouve une certaine forme de cohérence sur le plan défensif. Mm. Voilà. Presque Donc, une volonté d'aller jouer un peu en contre 1 presque contre ces joueurs-là, hein, d'opposer ouais, presque c'est les deux ça. latéraux. Hein. Opposer densifier l'axe, surtout densifier l'axe, parce qu'on aura Thauvin et Sanson aussi qui sont énormément très efficaces dans le repli défensif pour gérer le double pivot Fabinho ou Tielemans. Je ne sais pas qui va jouer en fonction A priori, oui, ce sera des plutôt choix, quoi. Fabinho Moutinho au niveau de la paire du milieu de terrain. Voilà, donc voilà Fabinho Moutinho. Donc Thauvin et Sanson s'en occuperont dans une animation euh, similaire. Donc voilà, moi on retrouve une certaine cohérence et comme vous dites ici, euh, on retrouve des 1 contre 1 un peu partout avec les latéraux, le double pivot qui est géré et les déplacements intérieurs des ailiers.
Et ensuite, mais tout en conservant la supériorité numérique derrière pour gérer les couvertures, la Hmm. profondeur et les marquages. Et devant, donc on aura, nous on le connaît bien, c'est Valère Germain. Alors, C'est ça. c'est quand même, on se disait, on savait qu'il allait, depuis quelque temps, qu'il allait signer à Marseille, et c'est vrai qu'on se posait la question par rapport à son positionnement dans un système, notamment seul en pointe ou sur un côté, parce que on sait que Rudy Garcia est vraiment un adepte du 4-3-3, Mhm. chose sur laquelle peut-être il semble un petit peu revenir cette saison. Ou en tout cas, il installe néanmoins Germain en pointe. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu une surprise parce qu'on avait déjà vu Germain seul en pointe dans un 4-3-3. Ça fonctionne difficilement. Sur un côté pareil, c'est un joueur vraiment plutôt de complément qui faisait une très belle paire, notamment avec Falcao. Un très bon joueur pour ça, même à Nice quand il était à côté de Ben Arfa ou parfois de Lassane Plea. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile, peut-être tout seul face à Gemerson ou Glick. Alors, le, le commentaire que vous avez dit, beaucoup l'ont partagé, notamment Mhm. au sein des supporters marseillais lorsqu'il a signé. Et, et donc, j'ai défendu un peu ce choix. Et comme je vous l'ai dit au début, j'aime bien parler d'animation plutôt que de système. Ouais. Mhm. Par exemple, quand on parle de 4-3-3, Germain ne se retrouve pas systématiquement en pointe de ce 4-3-3-là autour de ces deux ailiers. Parce que Mm. tout simplement, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son domaine de prédilection. Il va énormément bouger. Et c'est ça qu'il faut analyser, c'est ces déplacements-là. Mhm. C'est ces déplacements qu'il faut contrôler et qu'il faut se servir. Notamment, par exemple, si on a un décrochage de Germain qui va se positionner beaucoup plus bas sur le terrain pour essayer d'attirer soit Jemerson, soit Glick, on aura, par exemple, dans une animation comme on a énoncé auparavant, hein, on aura Thauvin et Sanson, par exemple, qui se projetteront. Mhm. Et là, on retrouve par exemple un Germain en position de milieu offensif, par exemple. Si Germain se retrouve côté gauche, ça n'empêche pas d'avoir un Thauvin dans l'axe, prendre la Mhm. profondeur, etc. Vous voyez, donc c'est surtout une question Mhm. d'animation qui compte. Ouais, l'idée, Et voilà, donc de forcer voilà. aussi un Et petit par peu exemple, à faire redescendre nos milieux. voilà, oui, en fait, il faut se servir de ces déplacements-là, et on voit que ça marche, hein, puisque Germain, je n'ai pas le mot de but exact, mais Ouais. Pour l'instant, oui, oui. c'est un grand acteur Ouais. c'est un grand acteur de la qualification Ouais, ouais. en Europa League, etc. Donc voilà, je pense que ça marche, que pour l'instant ça marche très bien. Alors quand il y avait Payet, là il est blessé, on retrouvait souvent Germain aux côtés de Thauvin, par exemple. Et Mhm. là, il est plus seul dans un 4-3, par exemple. Ouais. C'est pour ça. Mhm. C'est là que ça devient intéressant. Si l'effectif de l'OM en restait là, si ça bougeait pas trop, qu'est-ce que peut espérer, qu'est-ce que même doit viser Marseille cette saison? Le podium directement, presque la deuxième place déjà, ou il faut un peu, où on est plus mesuré du côté du staff? Si on s'en tire au- à ce que dit le staff, notamment Roger Garcia, c'est de faire mieux que l'année dernière. Donc ils se sont un peu avancés sur les objectifs. Mieux que l'année dernière, ça veut dire quatrième, Mhm. voire la même place. Avec l'effectif actuel, bon, il s'est considérablement renforcé. Mais c'est vrai qu'on a quand même des manques de profil dans cette équipe. C'est pour ça qu'on est tous attentifs jusqu'au 31, quoi. Mhm. Voilà. Et concernant l'objectif, je vais pas trop m'avancer dessus encore. Et merci donc à Romain pour le temps qu'il nous a consacré. On vous rappelle que vous pourrez retrouver rapidement en guise de bonus l'interview en intégralité sur notre chaîne YouTube. Il y a environ 23 minutes d'entretien et on vous le recommande parce que en tout cas c'est moi qui l'ai fait et je peux vous dire qu'à écouter c'était vraiment passionnant. Voilà, quelqu'un qui vraiment maîtrisait son sujet, plus particulièrement sur l'analyse tactique. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Donc j'espère que si vous l'écoutez en entier, vous retrouverez le même plaisir que moi j'ai pu avoir à le faire. On va passer maintenant au groupe monégasque, Inde, donc un groupe qui est Oui. tombé. Le premier, alors à moins que je l'ai raté, je pense pas, mais il n'y a pas eu de bilan médical, Non. signe que tous les joueurs sont finalement aptes à jouer, donc c'est une bonne chose déjà d'avoir l'embarras du choix. Ah oui.
Et on a des retours, surtout. Il y a effectivement des retours. Donc Jardim a convoqué 20 joueurs, donc 2 resteront en tribune. La première grosse info, c'est que Mbappé est de retour. Il a été écarté lors des 2 derniers matchs contre Dijon et Metz. Là, il fait son retour. Maintenant, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise, ça a été dit en rencontre par Jardim. Après, il est dans le groupe, mais on ne sait pas s'il commencera. Moi, personnellement, j'ai un doute sur sa titularisation. Alors c'est vrai que nous déjà sur Twitter on vous a posé la question pour la réception de Marseille, faut-il que Kylian Mbappé soit dans le groupe? Et voilà, on a eu 432 votes à l'heure où on vous parle. On a eu 71% de oui et 29% de non, donc quand même il y a une très grosse majorité qui se dégage sur cette question et les gens ont envie de revoir Mbappé quand même dans ce groupe. Est-ce que tu partages cet avis-là? Normal, c'est un joueur, malgré tout ce qui s'est passé autour, on va pas s'attarder dessus, mais ça reste un joueur exceptionnel et beau à regarder. Après, sincèrement, moi, de mon avis personnel, je pense qu'on peut aussi se débrouiller sans lui. C'est un peu plus compliqué, mais Bah, se débrouiller sans lui contre Dijon-Metz, oui. Contre Marseille, là, c'est peut-être c'est peut-être moins dit, c'est moins évident, quoi. peut-être, mais il ne faut pas oublier que le groupe marseillais, il est quand même un peu démuni, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, enfin, je suis mitigée, je suis ni super contente, ni déçue. C'est quand même un joueur qui reste super agréable à regarder, et il est au top de sa forme. Moi, je veux voir un Mbappé, s'il est titularisé, le Mbappé qu'on a laissé la saison dernière, parce que depuis, on n'a pas vu vraiment le Mbappé qu'on a vu en deuxième partie de saison dernière. Il est revenu quand même nettement en dessous. On voit bien qu'il existait, la tête ailleurs. Voilà. Et sinon, l'autre info donc qu'on a eu, c'est Bosquilla. Ça y est, il fait son retour dans le groupe. Et oui, ça c'est une bonne nouvelle parce que quand on l'a laissé avant sa blessure, il était quand même dans une bonne dynamique, sur une bonne lancée. Et ce joueur, moi personnellement, toujours bien aimé et toujours attendu d'en voir un peu plus de lui. Donc très bonne nouvelle. À voir aussi s'il va débuter le match ou pas. Et on a un troisième retour qui passe un peu plus inaperçu, c'est celui de Radji, qui est là, Kongolo qui ressort du coup du groupe, hein, la recrue, donc pour l'instant les recrues ne sont pas à part enfin, même j'allais dire à part Tillmans, mais Tillmans ne joue quasiment pas. Enfin, il fait quand même des entrées convaincantes, mais pour l'instant, toutes les recrues sont Tommy Fig Miraisin, hein, 2 qui ne sont jamais alignés, une qui n'est que remplaçante. Mais en tout cas, on peut remarquer que Siraji de retour, c'est qu'il était absent la semaine dernière sans problème médical évoqué. C'est bien que c'était donc une sanction hein, à son encontre, comme l'avait évoqué l'équipe, sans doute suite à l'altercation avec Mbappé. Voilà. Au Moi, je niveau, suis ouais, contente de le voir. oui, bah moi Ça aussi, passe très pas content. inaperçu, moi. C'est ça Voilà. bien. Oui, oui, non, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça sur le banc. Au niveau de la composition, je pense qu'il n'y aura pas de surprise hein, au niveau du gardien évidemment, mais aussi de la défense. On aura donc Georges, voilà, avec Sidibé sur la droite. Je pense pas qu'on voit Almami Touré. Au milieu de terrain, alors là, c'est vrai qu'on se demandera toujours si Tillmans va jouer, mais j'ai l'impression que Jardim a évacué un petit peu cette question et a laissé assez peu de doutes sur l'association qu'il va installer demain soir. Moutinho dit. Ouais. Il a dit, De il a toute dit façon, effectivement. Tielemans, je pense qu'il le gère tout doucement, comme il a eu l'habitude de gérer de nombreux jeunes qui ont un fort potentiel. Je pense que le joueur, ça doit le démanger, mais il va être patient. Et nous aussi, même si ça nous ferait plaisir quand même de le voir, mais on va être aussi un peu patient. Je pense que Jardim est juste un peu plus prudent dans son intégration de ce joueur dans le groupe. Ouais, il a Mais dit que c'était. j'ai aucun doute qu'on le verra beaucoup plus. Il a dit que c'était un très bon joueur, mais que bon, pour l'instant, il préférait aligner Fabinho Moutinho. Il était plus tranquille avec cette association-là. Donc c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Donc effectivement, ça laisse assez peu de place au doute.
On devrait voir Lemar côté gauche, on se posera toujours la question de savoir si c'est qui est à droite. Est-ce que Jardim va continuer avec Ronny Lopez ou est-ce qu'il va tenter directement le pari Rachid Ghezal? Il en a parlé aussi également en conférence de presse, Leonardo Jardim. Moi, à titre personnel, je préférais voir Ghezal parce que Lopez, depuis quelques matchs, je suis absolument pas convaincue. D'ailleurs, contre Metz, à sa sortie, alors même si Ghezal il a fait une petite entrée, mais il a tout de suite été plus décisif que Lopez pendant tout son match. Enfin, le petit Ronny Lopez, il a fait des efforts, il a couru comme toujours, hein, il est plein de bonne volonté, mais malheureusement, ça ne le fait pas trop. Ghezal, je suis prête à faire ce pari-là sur la durée. En tout cas, sur la... Ouais. En tout cas, ce qui concerne À voir Ghezal, s'il c'est va toujours. Alors, ce qui concerne Ghezal, c'est toujours la même problématique, à savoir qu'il n'a pas eu de préparation. Et ça, Jardim l'a bien rappelé en conférence de presse, à savoir que il n'a pas joué depuis 2 mois et demi. Il a quasiment pas de conditions. Et il peut jouer peut-être juste 50 minutes. Alors, soit il rentrera, soit il sera titulaire, mais il jouera pas plus de 50 minutes sans doute. Donc, voilà, c'est un petit peu la problématique. Donc, c'est vrai que bon, il y a cette question-là. Et voilà, l'autre question, c'est est-ce que Mbappé sera titulaire? Ça, c'est un petit peu le mystère. Moi, je pense qu'il va l'aligner. Allez, moi, je prends le pari, je pense qu'il l'aligne. Moi, je pense qu'il le met d'entrée. Je prends ce pari-là. Je prends le pari contraire, on verra. Voilà, j'aime prendre des risques. On réglera ça. Voilà. Donc, voilà, avant de conclure, juste, on va rappeler l'arbitre. Donc, c'est Rudy Buquet. Donc c'est un arbitre qu'on a beaucoup eu la saison dernière. Il a arbitré 6 rencontres pour 4 victoires, 1 nul, c'était face à Saint-Etienne, et une défaite, on s'en souvient, parce que c'était la défaite face à Lyon. Ah oui. Je ne l'ai pas beaucoup aimé pendant ce match. Et effectivement, je pense qu'on a été plusieurs. On n'a pas aimé beaucoup les Lyonnais, et c'était un peu indirectement, mais un peu contre lui ensuite que Vassiliev avait fait sa sortie sur l'arbitrage. Donc voilà, il avait un peu mangé indirectement aussi, mais voilà, effectivement, c'était un match compliqué. Donc c'était la seule défaite qu'on a l'année dernière quand il nous a arbitré. Et voilà, donc on va espérer que ce scénario ne se répète pas. Mine de rien, quand on y pense, ça remonte vraiment, hein, notre dernière défaite. On touche du bois, mais c'est vrai qu'il faut vachement remonter. C'est actuellement, on est sur 23 matchs, je crois. 23 rencontres sans défaite, avec 21 victoires et 2 nuls. Pas de bêtises. Donc effectivement, c'est assez... Je te fais confiance. Oui, 23 matchs de Ligue 1. Voilà, 21 succès, 2 nuls, c'est bien ça. Le dernier revers, c'était contre ce fameux match contre Lyon. Donc on va espérer que ça ne se reproduise pas demain soir. On va en conclure maintenant. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Inde d'y avoir participé. On te retrouve après la trêve, j'imagine, bientôt. Oui. Tu n'es pas de débrief, toi. Non, je suis pas de débrief. Voilà. Donc le débrief qui sera, je crois, avec Rome, Nicolas et Boris, c'est ça? Vous ne laisserez pas trop Rome taper sur Germain? C'est-à-dire que s'il met un doublé... Non, dans ce cas-là, oui, effectivement. En tout cas, on pourra. En tout cas, si vous écoutez cette émission, donc vous aurez entendu ce passage avec Romain Pelli, donc sur Germain. Visiblement, il aime beaucoup. Hein. Voilà. Les gens sérieux aiment Germain. Voilà, exactement. Voilà. On aime beaucoup Rome, hein, malgré tous ses défauts, ses innombrables défauts. Voilà. Donc, on vous rappelle évidemment cette rencontre entre Monaco et Marseille dimanche à 21h. C'est sur Canal+, malheureusement avec Stéphane Guy. Donc, bonne chance à tous ceux qui seront obligés de se taper Stéphane Guy. Moi, je serai au stade, donc voilà, chanceux. À préciser aussi que le coup d'envoi sera donné par Lucas Bernardi. Voilà, une petite précision, ça fait plaisir. Voilà. Qui a joué aussi pour Marseille, hein, on le rappelle. Vous pouvez donc retrouver ensuite cette émission sur notre site internet www.radio-diagonale.fr, mais aussi sur notre chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur Facebook et Twitter.
Donc je vous rappelle, donc ce prochain rendez-vous, c'est demain soir pour vous, avec le débrief radio de la rencontre. Donc ce ne sera pas un débrief en live, même si on sait que vous l'attendez beaucoup, ça viendra. Ce sera pas pour cette fois, mais après la trêve, on va essayer d'en faire un peu plus voilà, parce qu'on sait que ça vous plaît, donc on va essayer d'augmenter les doses. Voilà. Allez, bon match et salut à tous. Et bisous.